Ok, bon bah écoutez, bienvenue au tout premier Meet Talks de cette année. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le Meet Talks. Donc, c'est un cours donné à l'université Paris-Cité pour les étudiants du Master MIC, Intelligence et Innovation culturelle. Et le concept, c'est d'organiser 3 conférences sur différents sujets qu'on a déjà choisis. Notre tout premier était donc le sujet du film Barbie, qui fait beaucoup de débats, etc. Donc dans nos membres, nous avons donc Zoé, Zaineb et Oli qui est en train de nous filmer. Pour faire un bref synopsis de l'histoire de Barbie, bonjour, bienvenue. Pour faire un bref synopsis de l'histoire de Barbie, en fait c'est typiquement une poupée Barbie mais très stéréotypée qui se retrouve dans un monde où elle est un peu humanisée et elle est dans son propre monde, donc le Barbie World où tout le monde s'appelle Barbie. Et elle vit une vie formidable jusqu'à ce qu'un événement arrive et donc elle va dans le vrai monde, donc le monde des humains, pour résoudre cet événement. Alors le budget a été de 1 milliard d'euros, ce qui est colossal comparé à donc Oppenheimer où c'était 100 millions d'euros, donc c'est 10 fois plus. Et ces 145 millions d'euros sont partis dans le marketing, donc sur les 1 milliard de budget. Donc ça fait beaucoup. Bonjour et bienvenue. À la toute première sortie au cinéma, il y a eu 3,6 millions de spectateurs en France, donc c'est juste énorme. C'est aussi la première fois qu'un film fait autant d'entrées en si peu de temps, et la première fois qu'un film réalisé par une femme, donc dans ce cas avec Greta Gerwig, fait de telles performances. Donc c'était vraiment le film événement de l'été, hein, et donc un sujet qui parle d'un sujet assez actuel et assez controversé. Maintenant, je vais laisser la parole à Kevin Bido ici pour le laisser se présenter. Je m'appelle Kevin Bido, je suis docteur en études de genre et en art, artiste-chercheur donc au laboratoire d'études de genre et de sexualité. J'ai réalisé une thèse sur la couleur rose, qui sort en avant-première demain, si vous voulez. Et je travaille maintenant désormais sur le violet et j'ai eu la chance, car je ne suis pas parti en vacances, d'être la seule personne à répondre aux mails des journalistes cet été, ce qui fait que je suis quasiment cité sur tous les articles sur le film Barbie. Donc c'est avec plaisir que après 6 articles et un live sur Instagram avec une drag queen, je vais donner un format académique ici même. On commence. Alors, avant de parler du film en lui-même, on va recontextualiser sur qui est Barbie, pour voir un petit peu quel est le niveau de féminisme, avec plein de guillemets, du film. Donc, Barbie a été commercialisée en 1959 donc, par la firme américaine Mattel. Elle a été créée par la femme du directeur de Mattel, Elliot Handler, qui s'appelait donc Ruth Handler, que vous avez ici à gauche, et à droite la version du film. Donc voilà, c'est elle, la maman de Barbie. Elle a eu l'idée de Barbie lors d'un voyage en Suisse, où elle a fait la connaissance dans le Bild Zeitung, qui est un quotidien allemand, de Lily. Lily, qui est le personnage que vous voyez ici. Lily, qui est un personnage de comics qui était donc diffusé dans le Bild. Et Lily était donc secrétaire, mais surtout travailleuse du sexe. Alors Lily avait un grand succès, notamment auprès de la gente masculine à mon avis, si bien qu'il a été décidé d'en faire un produit dérivé, donc un objet de collection qui est donc la poupée Lily, que vous avez ici à gauche. Et c'est le nom de les deux c'est Lily. Et c'est de là que que Ruth Handler va avoir l'idée de faire la poupée Barbie. On va voir, c'est quasiment la même. Donc voilà, ça vous avez le visuel promotionnel de la Lily et le visuel promotionnel le premier de Barbie. Donc ce qui a suscité son intérêt à Ruth Handler, c'est la morphologie de Barbie. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1959, toutes les poupées étaient des poupons, en fait, étaient des bébés. Je vais vous mettre un extrait tout à l'heure, mais c'est la scène qu'on voit au début, qui reprend sur l'Odyssée. Et donc, pour elle, c'était une innovation, c'est-à-dire que ce serait la Barbie aurait été, pour les Américains et les Américaines, la première poupée à avoir une physionomie adulte. Mais pas la première poupée au monde. Donc là, vous voyez bien encore que c'est
c'est vraiment quasiment la même. Donc là vous avez donc la première Barbie à droite de 59, la toute première qui est sortie, qui ressemble trait pour trait à la Bill Cheney. Et à gauche, vous avez sa représentation dans le film de Gerwig. Donc je vais vous mettre l'introduction en fait, du film qui revient un peu sur cette naissance de Barbie, en lien avec ce que je disais, donc le passage du poupon à la poupée mannequin, qui est le premier métier de la biographie fictive de Barbie. Since the beginning of time, since the first little girl ever existed, there have been dolls. But the dolls were always and forever baby dolls. Until... Voilà. Donc vous imaginez bien les problèmes que ça pose déjà dès le départ, c'est qu'on a une poupée designée pour les enfants, qui à la base était un objet de collection designé pour des adultes à partir d'une représentation d'une prostituée. Donc et là, tout le faux départ de Barbie réside là. C'est qu'on a fait un jouet ce qui n'est pas un jouet pour adultes, un jouet pour enfants. Donc comme vous pouviez voir, la première poupée Barbie était donc habillée, donc était blonde, blanche, elle va le rester très longtemps. Elle a une silhouette très mince qui n'est pas réaliste, mais s'en approche quand même, ce qui fait qu'on peut avoir la confusion, contrairement à d'autres modèles de poupées que je vous montrerai tout à l'heure. Et elle a un maillot de bain, une pièce à rayures noir et blanche. Pourtant, dès le départ, Barbie a été associée à la couleur rose. L'identité visuelle de Barbie, dès le départ, c'est le rose. Et je vous avais montré avant le petit visuel qui était vendu avec la poupée, c'était aussi sur fond rose. Dès le départ. Donc, dès le départ, on a ça. Donc, puis vous voyez, il y a un retour à partir de 2009 au logo de 59. Et le logo du film Barbie, c'est une reprise du logo de 75, celui-ci. Mais assez rapidement, finalement, Barbie va vraiment être identifiée comme la poupée rose. Alors on sait pas trop vraiment pourquoi il y a eu cette volonté-là. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il y avait vraiment une volonté de hyper-féminiser cette poupée-là. C'est un jouet pour filles, donc Ruth Handler était partie là-dedans. Et puis aussi, la poupée Barbie, elle incarne un peu un modèle de perfection féminine américaine. Qui en sortir de la guerre froide avait vraiment axé sur la différence homme-femme pour des raisons vous achèterez tout ça. Donc son vestiaire va devenir vraiment rose à partir des années 70 et va devenir la couleur majoritaire à partir des années 80. Pour celles et ceux qui ont vu l'exposition de Barbie au musée des Arts Déco il y a quelques années maintenant, il y avait une espèce de colorama avec toutes les tenues, le rose prenait une place vraiment importante. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples, et puis je vous ai mis jusqu'à le modèle de 2019 pour fêter combien d'années déjà ? Les 50 ans, il me semble, de la poupée. On a choisi comme modèle un peu de collector, c'est celui-là, le Produit Pink. On a choisi quelle couleur? On a choisi le rose. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, la couleur de Barbie c'est le rose, couleur qui a été entre guillemets brevetée chez Pantone, donc il y a un Barbie Pink, c'est juste une collaboration, on ne peut pas breveter les couleurs réellement. Alors Barbie on voit tous les problèmes, blanche, très blanche, blonde, très blonde, mince, très mince. Donc toutes ces questions-là un peu sur les modèles dominants qui peuvent poser des problèmes de dysmorphophobie chez les jeunes filles. C'est un problème qui a été émis dès le départ. Les féministes sont montées au créneau dès le départ. Mais à l'opposé, ce qui a été encensé chez Barbie, c'est que Barbie can be everything. Donc il y a eu toute une rhétorique faite sur la possibilité de Barbie de permettre aux jeunes filles qui ont joué avec de se projeter dans diverses professions, dont certaines qui sont associées stéréotypiquement aux hommes. Donc on a eu Barbie cosmonaute, Barbie coureuse de rallye, Barbie vétérinaire, et là on a une Barbie ingénieur informatique. Mais si on regarde bien,
À chaque fois dans tous ces métiers, il y a une volonté de féminiser toujours les métiers faits par Barbie par l'ajout d'accessoires roses. Parce que Barbie n'est pas rose partout. Hein. Mais à chaque fois qu'il y a un métier masculin, Barbie a un accessoire rose. Donc elle va sur la lune de mai habillée en rose. Donc cette rhétorique, elle est reprise hein, par le film. Hein, c'est un peu l'argument principal de Mattel, c'est-à-dire que grâce à Barbie, les filles ont pu avoir une multiple opportunité. D'ailleurs, Barbie, quand elle va dans le monde réel, elle s'étonne de voir qu'il n'y a pas de femmes à la Cour suprême, que ce ne sont pas des femmes qui travaillent sur les chantiers. Donc tout se joue là-dessus. On verra après, c'est une réécriture de l'histoire entrepreneuriale de Mattel au prisme unique de cet aspect de Barbie. On a même une Barbie présidente et noire. De toute façon, Barbie can be everything, certes, mais à partir des années 2000, sûrement en parallèle avec l'essor de la gamme Disney Princess de Disney, Barbie est redevenue complètement rose, a abandonné la plupart des métiers prestigieux dits masculins pour verser dans le monde des contes de fées. Donc avec les gammes de Dreamtopia et de Fairytopia, enfin même une autre gamme qui s'appelle Fairytopia Mère Média avec les sirènes, où là on retrouve tout un vocabulaire esthétique typiquement féminin qui est propre aux contes de fées. Donc avec la princesse, donc Barbie cheveux longs, Barbie cheveux magiques, Barbie sirène, Barbie vol dans le ciel, etc. etc. Donc là il n'y a plus de question de Barbie can be everything, Barbie est enfermée dans un monde complètement imaginaire. Et c'est comme ça, donc, du coup, avec cette identité rose, qu'on arrive au monde de Barbie, qui va être, dans le film, qui va être complètement rose. Et on va voir, quand même, il y a une complète réécriture de l'entreprise, avec, on efface tous les biais racistes, les biais de la morphologie de Barbie, etc. Pour donner une image valorisée de Mattel. Donc c'est là où se pose la question, donc, du coup, du féminisme et du marketing. C'est bon pour moi, pour l'introduction. Vous avez parlé de la tendance Barbiecore et Femvertising dans vos écrits, notamment. Selon vous, c'est quoi la limite entre le marketing qui se sert du féminisme pour vendre vs un féminisme un peu allié au marketing ou qui pourrait soutenir des causes féministes et tout ça? Donc Barbiecore, tout le monde voit, c'est la tendance au rose qui a eu lieu il y a 1 an dès les premières apparitions du trailer. Un rose plutôt flashy qui s'est voulu en plus genderless, où les hommes pouvaient en mettre, etc. Donc ça surfait directement sur ça. Alors mon avis sur féminisme et marketing, pour le comprendre, on va revenir aux définitions des deux. Donc on a d'un côté le marketing et de l'autre côté le féminisme. Donc les féminismes en fait. Donc le marketing, c'est l'ensemble des études et des actions qui concourent à créer des produits satisfaisant les besoins et les désirs des consommateurs, voire les clients et des consommatrices, et assurer leur commercialisation dans les meilleures conditions de profit. D'accord ? En face, on a des mouvements sociaux qui ont pour objet l'émancipation des femmes, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme. Bon, j'ai appris des définitions du Robert, donc du coup c'est pour ça qu'il y a des terminologies qui sont peut-être pas très bonnes, comme l'homme ou la femme. Pour moi, il y a incompatibilité directe entre les deux, et que quand il est question de femvertising, c'est-à-dire d'un marketing dit féminisme, il y a en réalité une exploitation des luttes féministes à des fins de bénéfices pour une société. Pour bien comprendre, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça apporte vraiment ce femvertising, en particulier celui du film de Gerwig, en comparant donc, du coup ce que ça apporte à Mattel et ce que ça apporte aux luttes féministes. Pour Mattel, il fait des profits. La société fait des profits. Il y a eu plus d'1 milliard de dollars de recettes, rien qu'avec les entrées au cinéma, auxquels il faut rajouter tous les produits dérivés qui ont été faits. Donc il y a une série de vinyles collector qui a été vendue, des poupées à l'effigie des acteurs, des actrices, etc., etc. Donc tout ça, ça va rentrer dans les poches de Mattel. Mattel se fait connaître davantage, donc tu l'as dit, beaucoup plusieurs millions de spectateurs, spectatrices. Donc voilà, pour ceux qui sont allés voir le film, vous avez payé pour aller voir une publicité sur grand écran. Barbie de Mattel se fait améliore son image publique. Barbie est féministe, donc Mattel l'est aussi. Ce bien que le comité exécutif de l'entreprise ne soit entièrement masculin, ce qui est moqué dans le film, hein. Ce qui est moqué plusieurs fois. À la fin, toujours pareil.
Ça a permis à Mattel de s'insérer dans l'industrie du cinéma, ce qui va lui permettre de gagner encore plus de thunes. Il y a eu une interview du grand chef, du grand Manitou de Mattel. Ils ont un projet 14 films déjà. Ouais. Donc Hot Wheels, qui va être un peu moins sexy à mon avis, mais nous avons hâte de voir Polly Pocket par exemple. Mattel fait l'objet d'une conférence ce soir, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc ça c'est pour les points positifs de Mattel. Regardons ce que ça apporte vraiment aux luttes féministes. Ça a fait connaître les luttes. On a vu des concepts, intersectionnalité, les oppressions masculines, le patriarcat, etc. Et ça a offert un support de discussion. Ça c'est pas négligeable parce que pour une fois, les gens ont pu s'engueuler autour des questions féministes sans que ça ne concerne des femmes qui portent le voile, des femmes qui ont fait transition de genre, etc. Donc on parlait d'un film. Ça lèse vraiment personne. On ne parle pas de la vie ou de la raison d'exister de certaines personnes. Donc ça, c'était pas trop mal pour une fois. Sauf que, est-ce que vraiment les luttes féministes avaient besoin de ça pour faire connaître leurs idéaux? C'est un peu pousser les mains dans les orties, hein. Vu la masse d'écrits de féministes sur les questions féministes, de médias féministes, de podcasts féministes, de comptes Instagram féministes, etc., si on avait vraiment voulu être féministe, on aurait filé un petit million d'euros à des associations et ça aurait fait plus l'affaire à mon avis. On parle lumière, voilà. On aurait même sauvé la femme. Par contre, alors, si on regarde un peu les effets négatifs. Donc, Mattel a eu quelques critiques négatives, dont la mienne sur Conversation. Mattel va payer plus d'impôts, les pauvres, ah là là. Voilà. Si on passe au féminisme, aucun bénéfice. Ces combats sont simplifiés. On verra plus loin avec la question d'intersectionnalité, vu qu'on reste sur un féminisme blanche de classe supérieure. Et le féminisme est caricaturé. Pourquoi? Vous avez une idée? Il y a une scène du film que moi je trouve absolument où moi j'ai décroché. Personnellement, c'est là où moi ça fait le point de bascule. C'est celle-ci, qui est surnommée sur internet Sasha Destroys Barbie, que je vais vous mettre. C'est en français, ce sont du coup les voix sont dégueulasses, je vous préviens. T'as fait reculer le mouvement féministe de 50 ans, t'as détruit le sens des valeurs féminines et tu boutilles la planète en glorifiant le consumérisme effréné. Non, mon rôle est de vous aider à devenir des femmes plus épanouies et plus puissantes. Oh mais je suis puissante. Et jusqu'à ce que tu débarques en clashant Barbie, t'étais complètement sortie de ma tête, fâchée. En quelques minutes, vous avez un condensé de ce qui est toutes les critiques faites à Barbie. Il y a la question raciale qui n'est pas évoquée. Tout est mis là, sauf que ça sort de la bouche d'une adolescente à qui il ne faut pas parler sinon elle va nous agresser. C'est un peu la caricature de la féminazie à qui on ne peut plus rien dire. Donc c'est une personne qui est dans l'émotion totalement, qui pourrait donc péter un plomb, etc. C'est une adolescente. Donc c'est une vision qui est certes stéréotypée des féministes et qui est un des arguments principaux des masculinistes pour décrédibiliser leurs paroles. De plus, même si tout ce que dit Sacha est vrai, et Mattel, du coup, on se dit Mattel, c'est couillu quand même d'essayer de se tendre le bâton pour se faire battre. C'est le seul moment féministe dans le film. Quasiment. On n'y reviendra plus jamais. À aucun moment on n'y reviendra plus et ça repartira sur d'autres ressorts scénaristiques. Donc pour moi il y a incompatibilité entre les deux. C'est une bonne question. C'est vrai que je pense que c'est compliqué de vraiment allier les deux. Après, je ne saurais pas trop comment décrire ça, mais après, je dirais qu'il n'y a pas eu d'autres moments vraiment assez explicites, mais peut-être plus implicites, surtout vers la fin où elle a une larme et il y a tout un diaporama d'images qui passe avec des filles et des femmes. On en reparlera, mais c'est vrai que le personnage de l'adolescente qui est hyper émotive et qui en gros dit juste ok, je vais te dire tout ça, et c'est surtout qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont critiqué le fait qu'elle dit ça et 10 minutes après, sans vouloir spoiler le film, mais bon voilà, et 10 minutes après sa mère lui dit je vais suivre Barbie, elle est là en mode bon vas-y ok j'y vais aussi. Donc en fait elle n'est même pas en accord avec ses propres valeurs et elle n'est même pas en accord avec sa critique de Mattel non plus. C'est comme s'il se tendait le bâton pour se faire battre, puis qu'ensuite il y avait la caresse. Bien sûr. Où c'était en fait non mais Mattel ils sont pas si méchants machin, Barbie elle pleure, elle est triste donc on va réconforter Barbie. Parce qu'on a de l'empathie aussi pour Barbie dans cette série peut-être plus que pour
l'adolescente qui pourtant a l'air d'avoir vécu des choses difficiles de ce qu'elle raconte. Du coup, une deuxième question. Pareil, comme vous en avez parlé, en dehors de la Barbie stéréotypée, les autres Barbies vont plutôt être comme Mother. Elles ont différents poids, différentes couleurs de peau, différents handicaps, donc elles ne correspondent pas vraiment à la Barbie stéréotypée du coup. Et elles ont également très peu de temps de parole, et du coup si vous avez vu le film, vous avez pu observer qu'à la fin, pareil, elles servent limite de femmes-objets, où leur seul rôle et les seules fois où on les voit être actives dans l'histoire, c'est pour aller séduire les Ken afin de reprendre Barbie Land, qui avait donc pris d'assaut par les Ken. Et je te demande du coup, est-ce que tu penses qu'une relecture inclusive aurait été possible? Du coup, les aspects marketing auraient peut-être englouti finalement ou que les deux sont contrariés et que de façon marketing, ça aurait été très démagogue entre guillemets, plus je sais pas. C'est normal qu'ils aient choisi la Barbie blonde parce que c'est la Barbie historique. Oui. Ça me semble évident qu'ils aient choisi ça. Il faudra voir par la suite, parce que l'avantage de Barbie, comme vous avez vu, elles s'appellent toutes Barbie, elles sont complètement interchangeables. Il faudrait voir si les prochains épisodes, est-ce qu'ils vont reprendre Margot Robbie ou est-ce qu'ils vont pas plutôt choisir des héroïnes différentes du coup, vu que tout est interchangeable. Donc ça, il faudra voir. Après, en effet, les personnages, bon, on va pas critiquer le fait qu'on ait quand même des Barbies grosses, on ait des Barbies noires, on ait des Barbies d'origine arabe, etc. Enfin, on va pas cracher dessus. C'est vrai que leur importance dans le film, elle est quand même réduite. Donc, mais ils ont misé la carte, hein. C'est la carte diversité qui, aujourd'hui, dans le féminisme, c'est pas possible de passer à côté. S'ils ne l'avaient pas fait, on les aurait engueulés. S'ils l'ont fait, on les engueule quand même. Donc ils ont poussé la chose, hein. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, on a une Barbie présidente noire. On a la même chose chez les Ken aussi, avec une diversité de profils, bien que le personnage principal soit Ryan Gosling, donc blond, blanc, musclé, etc. Ryan Gosling qui, je le parie, remportera plus de prix que Margot Robbie. Et on attend son spin-off avec impatience. Mais ça aussi, encore une fois, c'est dans la ligne marketing complètement de Mattel. Mattel, depuis 2016, a lancé une gamme de Barbie qui sont appelées Fashionista, dans laquelle il y avait six morphologies différentes, différentes tailles, différentes couleurs de peau de Barbie aussi. Mais la question est de savoir est-ce qu'ils ont fait ça par féminisme ou est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils perdaient des parts de marché face à leurs opposants. Ou est-ce qu'ils ont fait ça pour se glisser dans la mouvance socio-culturelle qui promeut davantage des idéaux féministes. Ça on saura jamais, enfin si on sait, ils veulent du fric, c'est normal, mais c'est le but d'une entreprise. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est pas une association. L'inclusivité aussi, alors il y a eu des... bon ça c'est l'inclusivité que je te montrais un peu plus pour les couleurs de peau et de morphologie. On a eu aussi ça. Et encore une fois, vous voyez, cette Barbie fauteuil roulant, c'est aussi un de leurs modèles. Et puis si vous avez vu le film, vous avez vu que même quand ils ont craché sur leurs anciens modèles qui étaient des ratés commerciaux, Barbie enceinte, Barbie vidéo dans son sac à dos, etc. C'est une stratégie marketing aussi, c'est-à-dire qu'on s'auto-flagelle soi-disant. Vous êtes sûr que sur le marché de la seconde main, tous ces produits vont se revendre à prix d'or. C'est tout bon pour Mattel. Mais pareil, alors il y a eu des militantes anti-validistes, des militantes creep qui ont encensé le film en disant c'est bien d'avoir mis des représentations comme ça. Mais d'autres ont dit c'est un peu raté parce que finalement on a voilà, vous avez vu le fauteuil roulant, c'est tout pour les représentations non valides. Et il y en a une autre. Elle fait rien d'autre. Et celle-là aussi, qui était sur la première photo que j'avais montrée de la présidente. Ah oui, il fallait la voir. Je l'avais même pas vu, j'avoue. Moi non plus. Donc voilà, donc on est là en termes de représentation. Mais tout ça, c'est pareil. Donc Mattel, donc j'avais dit, donc il y avait la collection, donc par exemple Fashionista, donc vous aviez. Bon, les articles de presse sont un peu dégueulasses parce qu'ils disent des Barbies avec des handicaps et ils classent là-dedans aussi les personnes avec des personnes non binaires et des personnes rousses. Bon bref. Donc vous avez en tout cas une diversité de profils. Donc là vous avez vu une femme sans cheveux. On a une poupée non binaire dont le genre n'est pas défini ni sur la biographie fictive, etc. Là vous avez une Barbie avec un vitiligo. Il y en a avec une prothèse auditive, il y en a avec des prothèses de hanches, de jambes ou de bras, etc.
Donc tout ça c'est bien. Si on prend en compte les motivations de Mattel, clairement on peut faire du fric, c'est normal. Par contre, en termes de représentation de la diversité des publics, pour les enfants, c'est très bien. Même si les 10 enfants ne vont pas acheter ces produits-là parce qu'influencés par la culture dominante, vous préférez une poupée jolie, c'est-à-dire pas noire, pas handicapée, etc., etc. Mais ça, on s'en fout. À la rigueur, on s'en fout. L'important, c'est que de voir que tous les corps sont valides pour être dupliqués sous forme de jouets, pour être représentés. En fait. Pas loin de la sortie du film aussi, hasard de calendrier, grand mystère. Ils ont sorti donc la première poupée Barbie avec le syndrome de Down, aussi appelée trisomie 21, qui est sorti quelques temps avant. Vraiment quelques temps avant. Je me souviens très bien avoir vu la news cette année en juin et le film sorti en juillet. Juste avant le documentaire de France 5, ouais. Mais la réalité, c'est que Mattel a été obligé de faire ça parce qu'ils ont perdu une grande part ils ont eu un concurrent en fait, qui a pris 40% du marché de la poupée, qui est sorti en 2001, sur les Bratz. Donc les Bratz, il n'y a pas de Bratz handicapés, tout ça, mais déjà les Bratz, dès le départ, il y avait, voilà, ça c'est les 4 premières Bratz, 4 couleurs. Déjà dès le départ, donc ça a beaucoup plu aux jeunes filles, adolescentes, parce que du coup il y avait plus de représentation. Il y a aussi un autre avantage des Bratz, c'est que les Bratz ont une morphologie qui est clairement, qui ressemble à un humain, mais qui n'est pas proche de la nôtre. On voit bien qu'il y a des problèmes de proportion. Donc il y a moins la volonté de vouloir ressembler aux Bratz. Donc ça squeezait déjà toute la question de Barbie et des dysmorphophobies que ça pouvait engendrer. Mattel, il y a eu une histoire de procès, parce que c'était quelqu'un qui travaillait chez Mattel, qui a lancé les Bratz, etc. Donc il y a eu toute une guéguerre. Mais Mattel a intégré les Bratz dans le film. Les 4 Bratz au départ s'appelaient Yasmine, Sacha, Chloé et Jade. Ah. Voilà. Vous voyez? Donc il y a vraiment une connaissance de leur propre histoire et donc c'était important pour eux de bien assimiler tout ça, de lancer des pics à droite à gauche, de faire des petits mea culpa, mais le tout pour après arroser de sauce Mattel, c'est trop bien. Parce qu'on ressort de là, on se dit Mattel, c'est génial. Donc voilà, donc mais c'est normal, c'est pour ça que je dis que le marketing féministe, ça peut pas aller ensemble. Les intentions, l'intention première, c'est gagner de l'argent. Mattel n'investira pas 1 milliard de dollars pour juste sauver les femmes dans le monde. Non, c'est pas vrai. Il faut qu'ils payent leurs employés, il faut qu'ils payent leurs brevets, etc. Donc la volonté première, c'est quand même l'argent. Et donc, comme je disais, malgré toute la diversité qu'on peut avoir, on a quand même des héros qui sont blancs, blonds et plutôt bien gaulés. Un autre reproche aussi qui a été fait, c'est qu'en termes de diversité, on a à peu près tout qui est montré. Donc, personnes non valides, personnes non blanches, etc. Mais on n'a pas de PD, pas de lesbienne. Sauf peut-être. Clairement, j'ai directement vu Alan comme étant non binaire. Mais ça, c'est personnel. Alan, il fait partie du camp plutôt des Ken, des hommes. C'est le pote de Ken, il peut mettre les mêmes vêtements, etc. Mais c'est un Ken un peu différent. Il peut mettre les mêmes vêtements que Ken, mais il les met pas. Il met les siens. On pourrait y voir, on pourrait analyser plus. Hein. Donc ça, c'est le Alan qui est sorti en 64. On pourrait y voir le drapeau arc-en-ciel aussi dans son habit. Et puis surtout, Alan, il est dans le monde des hommes, entre guillemets, en tout cas des représentations d'hommes qui sont les Ken. Et puis Alan, il veut à tout prix quitter ce monde. Alan n'interagit qu'avec les Barbie. Hein, les PD, les filles à PD, on connaît. Et il n'y a qu'une volonté, c'est de quitter cet endroit-là. Pour lui, Barbie Land, c'est le royaume des Ken, et c'est un royaume qui est plutôt néfaste pour lui parce qu'il ne trouve pas sa place. Donc Alan, c'est l'incarnation un peu du queer people. C'est semi-cryptique, on ne sait pas trop, on ne sait pas les intentions réelles de Mattel. Est-ce que c'est nous en tant que personnes queer qui avons projeté, nous sommes projetés nos vies sur le personnage d'Alan? Ça c'est... voilà. Mais en tout cas c'est un personnage qui a le mérite d'exister dans le truc, même si c'est peut-être pas volontaire. Voilà, pour la diversité. Oui, juste pour rebondir rapidement avant de passer à votre question, je pense qu'ils ne voulaient pas trop se mouiller parce qu'ils se sont dit déjà le féminisme, voilà, même si je pense que c'est très calculé et très calibré pour que, voilà.
Mais il y a plein d'hommes qui se sont sentis quand même offensés. Mais du coup, ils se sont dit, si en plus on met des personnes homosexuelles, etc., oulala, c'est la catastrophe, hein, parce que ça fait c'est encore une fois, comme le féminisme, considéré souvent comme un sujet assez marginal, etc., assez même étrange pour certaines personnes, alors que ça ne devrait pas, mais bref, je pense aussi. Donc pour ma dernière question, j'ai ressenti, donc pour la première fois en voyant un film quand même, ce sentiment que je sais que je n'arriverai pas vraiment à expliquer, mais en tant que femme, être reconnue en tant que femme. Et alors que Barbie est opposée de moi, j'ai pas du tout sa morphologie, son orientation sexuelle, etc. Et c'est un sentiment commun à d'autres femmes, même qui ont carrément quitté leur conjoint en fait après avoir vu ce film. Il y a eu tout ça, un petit boom comme ça. Et est-ce que tu aurais des pistes pour explorer pourquoi il y a ce phénomène-là et ce que c'est volontaire, etc. Peut-être mettre un passage qui, je pense, est parlant, qui a pu parler à beaucoup de femmes, qui est le passage des rollers, quand Barbie quitte Barbieland avec Ken, qui s'est un peu immiscé dans le voyage, et qu'elles arrivent dans le monde réel, entre guillemets, qui n'est pas un monde réel, du coup, c'est le monde fictif du cinéma. Et Barbie découvre ce que c'est d'être une femme et non une poupée. Je t'avais dit qu'il y aurait une plage. Bon, voilà, donc elle pense que c'est la Cour suprême. Donc là, on a une scène typique du harcèlement de rue, avec une scène somme toute banale hein, pour les femmes. Et c'est... je vais enchaîner avec un autre extrait vidéo. Je ne pense pas que les femmes aient eu besoin de Barbie pour se rendre compte du harcèlement de rue. C'est pour ça que Barbie, si le film Barbie est féministe, il en est qu'au degré zéro, c'est-à-dire la prise de conscience, qui arrive de plus en plus tôt chez les filles maintenant, et qui fait qu'on va commencer à développer une âme militante, une âme féministe, une envie de lutter contre ces oppressions, et qui va se manifester dans le film plus tard à travers le personnage de la mère de Sacha, qui est tellement important que j'ai pas retenu le prénom. Donc dans ce passage-là, où là on a un peu vraiment tous les sens de tous les combats féministes, c'est-à-dire qu'on acte que les femmes sont inférieures aux hommes, qu'il y a un problème dans la société à diverses échelles, male gaze, harcèlement de rue, non-accessibilité à certains postes, quand on a le même poste on est moins payé, agression, viol, meurtre. Voilà, et jusqu'au plus extrême. Et donc là, on a ce passage où Barbie, a découvert... Barbie est une poupée, hein, faut pas l'oublier. Hein. Barbie, c'est une poupée dans le film. Elle est incarnée par une humaine, mais c'est une poupée. Barbie découvre ce que c'est d'être une femme, donc avec tous les rapports sociaux, les rapports à l'homme qui vont s'entraîner. Et là, Barbie, elle défaillit, quoi. Et comment elle s'appelle? Carmen Segarra, je sais plus comment ça s'appelle. Donc l'actrice, la mère de Sacha, va essayer de la réconforter, et puis surtout de lui donner l'énergie de combattre tout ça. Et là, on va avoir un discours féministe, mais qui est un discours, pour moi, qui reste basique. Élise. Qu'est-ce que tu
jolie. Quoi? Tu es splendide. Je suis pas la jolie Barbie stéréotypée. Avis au réalisateur, Margot Robbie n'était pas la bonne personne à caster dans ce cas-là. Mais tu es magnifique. Y a pas que ça, je suis pas assez brillante pour être intéressante. Oh, si tu es brillante. Je sais pas faire une opération du cerveau ni piloter un avion. Je suis pas présidente. Et on me mettrait pas à la Cour suprême. Je suis pas qualifiée pour quoi que ce soit. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Tu es si belle et si intelligente. Ça me rend malade quand je t'entends dire que t'es pas assez douée. En fait, faut toujours qu'on soit extraordinaire. Mais en même temps, on fait toujours les choses de travers. Tu dois être mince, mais pas trop, et t'as pas le droit de dire que t'as envie d'être mince. Il faut que tu dises que tu veux être en bonne santé. Mais tu dois aussi être mince, c'est ça. Il faut que t'aies de l'argent, mais tu dois pas en demander parce que c'est vulgaire. Tu dois commander, mais faut pas que tu sois dur. Tu dois diriger, mais tu peux pas... Ça rappelle un autre, c'est les injonctions contradictoires, ça rappelle un autre spot de publicité qui avait été fait par cette actrice de Sex and the City, là, la rouquine, c'est qui jouait la lesbienne, qui avait fait aussi un post comme ça, Be a girl, they say, où elle reprenait aussi toutes les injonctions contradictoires. Oui. Sois pas trop grosse, sois pas trop mince, souris, fais pas la gueule, enfin... C'était plus percutant, je trouve, ce truc-là que ça, pour le coup. Oui. Mais c'est les mêmes bases, hein. Je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés. Donc ça, c'est des injonctions contradictoires. Mais pareil, vous n'avez pas besoin de Barbie pour ça. Mais bon, c'est bien si ça a pu sensibiliser les personnes plus jeunes. Mais surtout, donc, là-dedans, c'est qu'on a tout ça, là, ces injonctions qui sont faites aux femmes. Mais la pauvre Barbie, elle a pu dire tout ce qu'elle veut. Barbie, elle a une maison, un camping-car, un homme qui l'aime. Elle est blanche, elle est grande, elle est en pleine santé. Elle est capable de faire tous les métiers du monde, c'est-à-dire d'avoir fait toutes les études du monde. Donc ça reste quand même d'un point de vue dominant. C'est ce qui manque beaucoup au sein du film, donc il faut un peu avancer, parce que quand même le reproche fait sur la blanchitude des luttes féministes, on l'a fait à la première vague, on l'a fait à la seconde vague, pour la troisième vague c'est un peu touchy aussi des fois. Donc il faut, c'est très lisse et ça efface, ça gomme toutes les superpositions de couches de discrimination qu'on peut avoir en termes de couleur de peau, de classe sociale, d'accès aux études, d'accès à l'éducation, la question de la religion, de la sexualité, comme on a dit c'est très hétérosexuel tout ça, santé mentale, l'âge, alors par contre il n'y a aucune Barbie vieille, ça ils l'ont oublié, donc il y a tout ça qui est un peu lissé. Et là, le gros reproche que je fais au film, il y en a deux, c'est cette scène-là et puis la scène finale. C'est celle-là, je vais pas mettre, on n'aura pas le temps, mais ouais. C'est celle-là, c'est-à-dire que la solution que les Barbie ont trouvée pour récupérer Barbieland, qui a été donc envahi par les Ken, qui ont imposé leur patriarcat, qu'ils ont appris dans des livres, c'est aussi une déshumanisation de l'oppression masculine, c'est on va les séduire. Donc, tout ce mythe de la femme dangereuse, la femme de trompeuse, etc., qui était très 19e siècle, bah hop, on a ça dans un film du 21e. Donc c'est-à-dire qu'on va séduire. Il faut prendre nos armes pour combattre les hommes, c'est la séduction, le sexe. Ça, pour le coup, par contre, c'est pas féministe, c'est pas féministe du coup. Il y a donc le fameux passage aussi, tu disais, alors toi tu le trouves bien, on va le regarder. Moi je le trouve pas si bien que ça. Je veux juste venir sur un petit détail. Oui. C'est juste un truc auquel j'ai pensé que j'ai pas pensé pendant le film, mais le moment où justement la mère de Sacha, dont je connais même pas le nom alors qu'elle est hyper importante et qu'elle est assez quand même importante dans le film, et que la première chose qu'elle lui dit, quand elle lui dit je ne suis pas jolie, elle va dire mais tu es belle. Et ça c'est une caractéristique en tant que femme, on l'entend tout le temps, on va toujours l'entendre, tu es belle, tu es magnifique, tu es sublime, tu es jolie, machin. Mais on commence jamais par tu es forte, tu es des trucs qu'on nous dit typiquement aux hommes, genre tu es fort, tu es musclé, tu es grand. Toujours c'est tu es belle. Et ils veulent essayer de pas la réduire à ça, mais au final. Ils la réduisent à ça. Donc cette scène elle a lieu, Barbie décide, bon après voilà, ils ont sauvé Barbieland, hurrah hurrah. Barbie pardonne à Ken d'avoir été méchant avec elle.
Parce que si les hommes vous oppressent, les femmes, c'est parce que vous leur laissez pas la place. C'est un peu une des leçons du film. Hein. Elle décide de vouloir devenir une vraie femme. C'est un peu le Pinocchio. Ok ? Elle veut devenir une femme. Et Ruth Handler, donc qui est la maman de Barbie, celle qui l'a créée, la rencontre, une espèce de fantôme, etc. Une scène un peu mystique, un peu longuette à mon goût. Lui dit bon, avant que tu te décides de franchir le pas, je vais t'envoyer une projection de la vie d'une femme. Donc c'est là ce qu'on va voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Concrètement, ce qu'on voit, c'est l'enfance idéale, c'est-à-dire que il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de trauma, tout est beau, tout est rose. C'est un peu ça. Oui. Ça, on entendra le remake de Barbie Nightmare pour avoir le truc, mais... Moi, je vois surtout la maternité. La maternité, donc ça veut dire aussi la maritalité. Des scènes de... Alors le maquillage, il y a la scène de maquillage, ça m'a percuté, donc du coup... La scène de maquillage. Alors, on a une scène où elle obtient son diplôme, mais à quoi il lui sert ? Rien, c'était sûrement un diplôme de puériculture et de cuisine domestique. Donc on n'a que des scènes domestiques finalement, d'entre-soi de femmes, on voit pas d'hommes, je ne me sens pas. Aucune scène professionnelle, alors que Barbie can be everything, mais on la voit jamais travailler. Donc il y a une espèce d'injonction à la maternité et à reproduire ces schémas ad vitam aeternam. Et donc elle est où l'émancipation là-dedans ? Clairement, elle est où l'émancipation là-dedans ? Donc, alors, si en plus c'est ça la vie d'une femme, alors il faudrait rajouter avec ça tout le background du film avant qui est Barbie can be everything, elle peut être présidente, prix Nobel, etc., etc. Donc en gros, on a l'impression que si les femmes sont dominées, elles sont perdantes, mais si elles sont dominantes, elles sont perdantes également, vu qu'elles doivent tout faire. Donc il n'y a jamais un schéma correct qui est proposé dans ce film. Et puis donc, je vais finir sur ça. La dernière scène, qui pour moi, bon, j'ai trouvé ça très drôle, surtout que ça apparaît après 3 quarts d'heure un peu longuette, je trouve. Donc, la scène des Ken, qui apparemment a plu beaucoup chez Télérama, qui m'a absolument saoulé. Oui. Chez Télérama, ils ont pris. Ça va être C'était un peu trop longué, je trouve. Donc c'est un peu long. Et là, il y a cette scène qui est après générique, juste avant générique, enfin une espèce d'entre deux. J'avoue, j'ai rigolé, mais si on y réfléchit, elle n'est pas si drôle que ça. Bonjour. Votre nom? Oh, Handler, virgule, Barbara. Et vous venez pourquoi, Barbara? Je viens voir ma gynécologue. Voilà. Il y a plusieurs. C'est un running gag dans le film. Vous savez, quand on est enfant, les Barbies, on essaie de les faire, mais comme il n'y a pas d'organes génitaux, c'est pas possible en fait. Donc ça revient plusieurs fois dans le film. Vous avez vu avec la scène du roller, on n'a pas de vagin, machin. Il y a une fois Ken aussi qui dit je veux dormir avec toi ce soir. Elle lui a dit bah pourquoi faire. Donc c'est un truc qui revient assez souvent. Et là, on a quoi? Barbie devient une femme. Et par quoi on caractérise une femme? Son vagin. Et donc, c'est là, je pense, où tout le potentiel qu'il y avait dans Barbie est complètement ruiné et détruit à zéro. Pour moi, ça ruine tout le film. C'est que, il faut pas l'oublier, Barbie, c'est un jouet. Barbie, c'est un jouet, on n'a pas de sexe, ça c'est une chose. Donc, on avait des Barbie et des Ken, et on voyait bien qu'il y a des rapports, de genre entre les deux. Donc, les mecs sont musclés, les femmes machin, etc., jolies, etc. On pouvait se concentrer vraiment sur la question du genre, c'est-à-dire l'oppression des femmes par exemple. On pouvait vraiment s'intéresser à ça en faisant complètement abstraction du sexe et balayer d'un revers tous les trucs genre ouais mais les femmes sont naturellement plus sensibles, les femmes sont naturellement plus enclines à la maternité, etc. On aurait pu travailler surtout là-dessus et ne pas parler du sexe, qui font partie des arguments antiféministes, hein, c'est que les femmes sont par essence différentes des hommes. On aurait pu, ils auraient pu, Greta Gerwig aurait pu, si Mattel avait laissé la chance. Et tout ça s'est ruiné là parce que qu'est-ce qui fait une femme et qu'est-ce qui fait que Barbie est différente des Ken? C'est son sexe. Et donc là où il y avait un potentiel de vraiment critiquer la structure patriarcale, le genre, etc., on a un retour, une espèce de conservatisme en disant que les femmes sont par essence différentes des hommes et que ce qui les caractérise avant tout, c'est leur foufoune. C'est sur ce joli mot que... Je suis assez d'accord dans le sens juste pour en finir. Enfin, même sauf si tu voulais venir sur ce mot. Bon, sur ma tête, je suis sur ce mot-là. Mais oui, parce que du coup, en fait, c'était donc un jouet, donc une poupée.
Et finalement, en fait, ce qui va la rendre humaine, la première caractéristique, on va dire vraiment, là, ça y est, elle est humaine, c'est quand même son vagin, c'est quand même assez grave pour un film qui est prétendument. Et puis ils nous prennent un peu à revers parce qu'on a Attends, ça m'a fait rire sur le coup, j'étais ça m'a fait rire c'est bien aussi. joué et tout, Ça m'a ok, fait bien rire joué, aussi. Mais en plus, ils nous prennent à revers parce qu'on a l'impression qu'on est encore sur la vibe Barbie Can Do Everything, c'est d'être son premier entretien d'embauche, trop bien. Mais non. C'est pas ça. C'est pas ça qui va être son initiation au monde humain. Barbara Handler, donc le nom qu'elle a donné, c'est le nom de la fille de Ruth Handler, qui a été donné donc à Barbie, c'est le diminutif. Voilà. Questions. Oui, moi j'ai une première question, c'est vous nous avez expliqué que c'était un très mauvais message militant envers le féminisme, et moi j'ai pas fait d'études du genre, Oui. etc., donc c'était hyper intéressant. Vous nous avez aussi expliqué que c'était une assez bonne publicité. Ah, très très bonne. Mais est-ce que vous pensez que c'est un bon film? Non. Non. Non, alors, le premier, alors je pensais que c'était, quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit la première partie est bien, la deuxième partie est chiante. En fait, en faisant les clips hier pour le PowerPoint, là, je me suis rendu compte qu'en fait c'est les 20 premières minutes du film qui sont drôles, parce qu'ils jouent sur tous les ressorts de l'enfance. Les chaussures disparues de Barbie, la Barbie à qui on a coupé les cheveux, la fameuse scène avec l'Odyssée des Humains. Donc tout ça c'est bien. En plus, c'est tout rose, esthétiquement, très objectivement, je dirais que c'est très joli. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur en fait. Il y a vraiment beaucoup de longueur. La scène du roller est pas mal parce que ça fait un effet choc, mais après, j'ai l'impression que tout se délite. Il y a tous les running gags autour du comité exécutif, et finalement ça mène à rien. Ken, Le fameux truc, ah oui, si on pourrait créer une Barbie normale, et eux ils disent non, on va pas faire ça. Et il y a quelqu'un qui lui souffle, ah bah ça nous ferait gagner de l'argent, ah bah on va la faire. Moi, En je suis fait, ils désolé. n'arrêtent pas de s'auto-flageller. Mais cette phrase-là, moi je trouve que c'est la réalité. Hein. Je trouve que c'est la seule vérité qu'a dit Mattel là-dedans, c'est on va le faire parce que ça fait du fric. Moi je pense que c'est la seule vérité qu'ils ont sortie. Parce que ce comité exécutif, il y a eu plein de problèmes de malversation, de racisme, d'attouchement sexuel, etc. Donc tout ça, ils en parlent un peu. Il y a même une petite blague un peu pédophile. Ah bon? Vaguement avec les petits-enfants, etc. Ouais. Ah ouais, d'accord. Tout ça, ils vont le critiquer. Mais au début, on a ce comité exécutif qui fait des produits pour les enfants, pour les femmes, avec des représentations de femmes. C'est des hommes, entièrement des hommes qui font ça. On se dit à la fin, on va déconstruire un peu tout ça. Non, à la fin, malgré toute la merde qu'ils peuvent faire, à la fin, ils restent en place et ils vont continuer leur vie. Donc il y a une espèce de... Ça passe, on en rigole, mais ça reflète la réalité. Hein. C'est que les hommes les plus puissants qui existent, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent violer impunément, je citerai personne, et ils restent toujours à des postes bien placés. Pour vous, c'est presque un film dangereux en fait. C'est pas dans. Enfin, moi, la conclusion. Ouais, c'est un film un peu vicieux, mais s'ils ont. Niveau marketing, c'est génial, ils ont réécrit leur histoire. On est sous couvert un peu de féminisme, sauce rose, de post-féminisme. Mais moi, la conclusion que j'en ai, c'est que ce film, il fait beaucoup parler en ce moment, et encore, ça s'est vite estompé. Hein. Il n'apportera rien au féminisme, il va rien apporter, mais il fera pas de mal non plus. Parce qu'à la fin, ça reste quand même un film que beaucoup de gens ont apprécié, qui reste drôle, si on a un humour pas trop exigeant. Voilà, c'est un film qui est agréable, on passe à... Enfin, bon, je me suis un peu fait chier au cinéma quand même, c'est vraiment parce que j'avais un article à écrire que je suis resté jusqu'au bout. Mais voilà, ça va passer et il y a d'autres productions qui ont plus marqué, je pense. C'est notre... comment ça s'appelle Legally Blonde, c'est la revanche d'une blonde des années 2020. La revanche d'une blonde, on joue à peu près sur les mêmes trucs. Je suis belle et sexy, mais ça n'empêche pas de pas être stupide et de pouvoir devenir avocate. Ouais, mais ma chérie, si tes parents ils n'avaient pas payé je sais pas combien de milliers d'euros ton école, qui serait pas arrivé pour autant. Donc c'est à peu près la même chose. C'est quelque chose qui est pas nouveau, ce qu'on appelle les productions post-féministes. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Buffy par les Contes et Vampires, par exemple, c'est niveau empowerment, je trouve ça mieux. Et quel film t'as vu? C'est pas un film, c'est une série. Ah. Buffy. T'es trop jeune. Ah, Buffy contre les vampires? Bah oui. Ah non, mais si, je connais, mais... de nom. Ouais, il y a d'autres productions qui sont un peu plus empouvoirantes, je pense, pour les femmes, et sans non plus ouvrir la porte de « Ah là là, on est féministe contre le patriarcat ».
Pas comme la nouvelle version de Sabrina, par exemple. J'ai lâché les premiers épisodes et qu'ils ont dit lutter contre les forces du mal, c'est lutter contre le patriarcat. C'était bon, chérie, je suis pas trop. Je peux rajouter juste un truc. Pour ça, j'ai une autre question pour temporiser. Allez-y, avec plaisir. Qu'est-ce que vous auriez recommandé, voilà? Moi, j'aurais recommandé de laisser le champ libre à la réalisatrice, en fait. De ne pas verser dans le féminisme. En fait, ça a été risqué de verser dans le féminisme parce que du coup, tout le monde les attendait au tournant. Moi, j'ai vu tous les trailers pendant un an et tous les trailers, je suis là, waouh, putain, ça a l'air bien, waouh, ça a l'air bien, ouais, ça a l'air bien. Et quand j'ai vu le film avec cette ouverture-là, j'ai fait, waouh, putain, trop bien. Et après, toutes les vannes, schlac. Moi, j'ai pas joué à Barbie, mais mes sœurs ont joué, donc je connais un peu les histoires, donc je me dis, putain, c'est bien. Puis je connais l'histoire de Barbie et Mattel, donc je dis, waouh, ouais, c'est bien. Et arrive donc ces scènes avec Sacha où je fais, oh la vache, quand même, ils vont fort. Donc là, c'est là où ils auraient dû soit aller à fond là-dedans, c'est-à-dire complètement critiquer Barbie et aboutir sur autre chose, donner plus de place aux personnages secondaires qui sont diversifiés, etc. Mais non, pour moi, c'est à partir de là où ça foire complètement. Et je pense que la plus grosse erreur, c'est d'avoir voulu faire un Kenland, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, parce que ça aussi, c'est une image biaisée, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que les féministes, ce qu'elles veulent, c'est détruire les hommes et puis prendre le pouvoir à leur place. Alors que c'est pas le cas. Enfin, c'est pas. Je sais plus quelle fille militante qui avait dit être l'égal de l'homme et quel manque d'ambition. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de réduire à néant ces inégalités de pouvoir qu'il y a entre des personnes à sexuation féminine, à sexuation masculine. Les intersexes, on s'en fout dans le schéma. Mais voilà, c'est plutôt anéantir toutes ces structures de pouvoir et absolument pas de faire les Amazones et de couper la tête de tous les hommes. Et comme ils ont versé là-dedans, je trouve que ça marche pas forcément. Je me souviens de ma question. Enfin, Oui. de mon Vas-y. question. En fait, on a l'impression, je crois que le fait qu'ils s'autocritiquent, c'est un risque pour eux. Oui. Mais justement, vous voyez ce truc du féminisme du marketing, en fait, c'est plutôt qu'au contraire, c'est une stratégie marketing établie qui se moque d'eux-mêmes pour qu'on se dise. Parce que moi, je me suis dit, waouh, J'ai trouvé ça culotté ils ont aussi. du courage de se moquer d'eux-mêmes. Et après, ils en parlent Mais pas. du coup, moi, je me suis dit, mais c'est vachement bien, ils sont hyper féministes et tout. Moi, pendant un temps, j'étais très aveuglée, et puis après, je fais des recherches, j'étais moins aveuglée par tout ça. Puis il y a plein de choses qu'on pourrait parler. Il y a un article dans Uzbek-Rika aussi qui est sorti sur la question de l'écologie aussi. Parce que Barbie, c'est plastique. Comme à quoi, enfin. À quoi c'est une critique de Barbie? Enfin. Un truc marrant. Oui, c'est ça, la fille plastique, c'est fantastique. Voilà. Hésite, oui. On a une personne. Là-bas. Ah, on a deux personnes qui ont des questions. Cheveux longs. Je sais pas qui ont fait. Moi, c'était par rapport à la réalisatrice, je sais pas comment ça. Par rapport à La réalisatrice. Oui. Parce que vous dites peut-être laisser le champ à la réalisatrice, pardon. Mais c'est vrai que Greta Gerwig, finalement, est une femme blanche et que j'ai vu Lady Bird qui, pour moi, tombe plat. Oui, finalement, ça aussi, on m'avait fait la remarque. Ouais. Et je pensais, oui, par exemple, le moment où c'est Sacha qui dit OK, white savior Barbie, ou quelque chose comme ça, et qui finalement tout le temps joue un peu là-dessus, mais ça change rien. Il me semble que dans Lady Bird, on retrouve quelque chose un peu comme ça. Oui, c'est, on pointe du doigt, on dirait les sociologues. Il y a des problèmes et à la fin de leur communication, il n'y a jamais de solution. Donc ça prend vraiment tous les problèmes, ça les pointe, mais ça ne propose rien, ça ne propose pas d'alternative. Et puis, la scène avec le Ken qui est en crise d'identité, c'est la fameuse crise masculine. Arrêtez son nez, Ken, je comprends, je t'ai un peu délaissé. C'est un peu fort en café, quoi. C'est un peu fort. Est-ce que vous pensez que le film en fait aurait été plus intéressant s'il s'était concentré sur la relation entre la poupée Barbie et son public plutôt que d'essayer de nous donner un crash course féminisme de base? Je pense que ça aurait été plus intéressant si c'était pas sorti de Barbieland en fait. Si on avait continué à faire les gags autour de ça, ça aurait été peut-être un peu plus sympa et pas se risquer à se confronter à. Ils se sont confrontés au vrai monde qui est un vrai monde qui est vu d'un certain biais, puis ils se sont confrontés à leur propre histoire avec le comité exécutif, et ça c'était risqué, c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre, mais en même temps c'est un film mainstream, donc moi je vois tout ça, vous voyez certainement ces choses-là, mais le grand public il a passé un bon moment, c'est ça qu'il va retenir, mais du coup, voilà ce que je dis, c'est ni anti-féministe, ça fera rien au féminisme, mais ça va pas non plus leur apporter. Franchement, moi, dès que c'était dans Barbieland, tout était drôle. Hein.
quand elle se passait à la douche sans eau, enfin je veux dire c'est très drôle. Il y avait plein de choses à faire, il y avait encore le camping-car qu'on n'a pas forcément vu. Enfin, Barbie, là, le jouet Barbie il y avait vraiment plein de choses, plein de bits marketing, etc. qui auraient pu être exploités. Il y avait Mitch, il y avait Alan. Il y avait des trucs à faire encore en plus avec Alan, tout ça. Je pense qu'on aurait eu un film qui était drôle. Ça aurait été un film drôle et ça n'aurait pas une vocation un peu politique. Parce que ça aussi, ils ont cul entre deux chaises. Hein. Sur le Diagonal, ils n'ont jamais revendiqué que c'était un film féministe, même Greta Gerwig, je crois qu'elle le dit aussi. Donc c'est pas un film féministe, il n'y a pas cette ambition-là. Ouais, mon meuf, s'il te plaît, tu coches un peu toutes les cases, quoi. Alors, moi j'ai pas vu le film, mais si je comprends bien, le monde de Barbie, il est essentiellement dirigé par des femmes. Enfin, il est dirigé par des femmes. Et elle a effectivement une maison gigantesque et tout ce qu'elle veut. Voilà. Mais à la fin, elle choisit quand même. Enfin, c'est contradictoire de choisir quand même un monde patriarcal du coup. Où, Non, elle choisit pas un monde patriarcal. N'oublie pas que c'est une production américaine et que le vrai monde c'est Los Angeles. Elle choisit l'Amérique. Oui, elle choisit l'Amérique, mais. Elle choisit l'Amérique. C'est une nationaliste, c'est un film nationaliste. Elle a choisi les États-Unis. Ok, d'accord. C'est ça qu'elle choisit. Mais c'est encore pire. Non, puis il y a tout un truc avec Ruth Handler. Pareil, hein, c'est oui, moi j'ai inventé cette poupée-là pour que les jeunes filles deviennent des femmes de ce monde puissant. Il y a vraiment, il est très long ce passage. Je vous ai montré vraiment que l'espèce de flashback un peu. Qui me donne quand même des frissons à moi personnellement. Mais oui, ça, je ne peux pas te dire. Moi, voir des enfants à la chaîne comme ça m'emballe pas des masses. Mais il y a vraiment tout un truc qui est tissé au-dessus de ça. Il est long ce passage. Je me suis dit, mais il est long. Et c'est vraiment tout. Puis parce que Ruth Handler, elle est pas. Enfin, elle est blanche hein, en termes raciaux, mais elle est pas blanche du tout hein, dans ses magouilles. C'est rend l'argent aussi, hein, c'est Fillon bis. Hein. Mais donc il y a vraiment tout un truc, on va essayer de laver l'histoire, vraiment de la laver l'histoire de Mattel, pour un peu gommer tout ça. Tiens, on a mis un peu, ils ont mis en avant un peu tous les biais, et encore pas tous. Comme ça on dit, bah voilà, on est honnête quand même. Ouais, et par derrière, vas-y les doses de Javel qu'ils ont balancées dessus, hein. Et après ils en repartent, en rose. Ah, ça... Mais dans le monde de Barbie, franchement, c'est très drôle. Regarde les premières 20 minutes, télécharge-le et tout, je t'envoie un lien. Mais le reste, c'est un peu long. Et la scène des Ken, on est d'accord, elle est chiante. Hein. Oui, c'est pas avec les frites de piscine, là? Non, l'espèce de clip de boys band qui dure, je sais pas, un quart d'heure, c'est un peu longué. Hein. Bon, il paraît que c'est. Juste le petit moment. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'essaie d'avoir vraiment l'esprit le plus ouvert possible, même jusqu'aux hommes. Où ça questionnait la masculinité un peu toxique, etc. Oui. Mais au final, c'est vrai que Barbie qui réconforte pareil, la masculinité toxique, c'est un symptôme, c'est la superficie. Il faut arrêter avec la masculinité toxique, ça ne règle pas le problème. Régler le problème de la masculinité toxique ne réglera pas le problème du patriarcat. C'est comme les punaises, on va vous donner des pommades anti-démangeaison, ça ne va pas régler votre problème. C'est vous faire piquer dès le lendemain. Donc ça aussi, c'est la question du patriarcat. Enfin, Ken, le patriarcat, c'est quoi le patriarcat selon le film? C'est lire des bouquins avec un mode d'emploi qui dit qu'il faut aimer les camions et machin et machin. Il y a une désincarnation complète du patriarcat. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un mode d'emploi. C'est quelque chose qui est... C'est un plan Ikea. T'emballes les machins, t'achètes une peau de bête, tu mets une PlayStation dans la chambre, et hop, le patriarcat est en place. Et du coup, ça déresponsabilise complètement, notamment ce comité exécutif qui lui représente le patriarcat. Les patriarcats, ce sont des personnes, ce sont des hommes puissants, des femmes aussi qui sont alliés, qui mettent en place des politiques, qui sont oppressifs pour certaines personnes. C'est ça, c'est des gens. C'est des gens. On parle toujours de système, mais ce système, il est déployé, appliqué par des personnes. Il y a des personnes derrière tout ça. Et d'en faire un mode d'emploi, c'est un peu trop facile en fait. C'est un peu trop facile. Ça voudrait dire aussi qu'on peut le démonter comme on veut. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas la réalité. Et on le sait très bien. C'est pas parce que vous allez mettre une femme présidente demain que ça va régler le problème, par exemple. Non, c'est tout un système à déconstruire. C'est un système à déconstruire. Puis on verra. On en parlera dans 100 ans si on a une femme présidente. Mais c'est tout un système à déconstruire, mais c'est aussi déconstruire les mentalités. Donc c'est pas qu'un système à déconstruire, ce sont des personnes à déconstruire. Voilà, vivement, il faut faire un film Playmobil pour ça. Il est 19h passé. Ah, une dernière question. Oui, mais jusqu'à maintenant, donc c'est 59 la création de Barbie, c'est ça, donc là ça fait 64 ans. Là, depuis 64 ans, du coup là c'est vraiment la première fois qu'on voit Barbie au cinéma. Il y a eu des dessins animés, je ne sais pas s'ils sont passés au cinéma. Si. Vous qui êtes fan d'enfants, pardon.
Non, je crois pas, c'est sur Gulli. Hein. C'est sur Gulli. Donc en tout cas, en film, en live action, c'est le premier. Ah, d'accord. C'est vraiment le tout premier. Bah, ça demande beaucoup de... Ça aurait été drôle un petit peu en carton-pâte à l'époque. C'est le tout premier. Et c'est pas le dernier. À voir s'ils vont choisir vraiment d'autres, comme je disais, d'autres actrices. Ce serait tout l'avantage d'y avoir. Mais vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un Ken. Et que le Ken fera plus d'entrées que le Barbie. Et vous allez voir que Ryan Gosling va tout rafler. Parce que ça, c'est un truc qu'on entend souvent, c'est que Margot Robbie, en fait, c'est un peu le fil rose du film. Mais en fait, tout se greffe à elle, mais elle n'est jamais vraiment au centre de l'histoire. Donc elle est un peu invisible, c'est une passeuse. Beaucoup de gens, quand ils parlent du film, ils font « Ah, Ryan Gosling, pour une fois, il y a un vrai jeu d'acteur, quelle performance, etc. » Et tout est encensé sur eux. Puis on pourrait parler d'autres choses, hein, sur la promotion du film, par exemple, sur les différents tapis rouges, différents festivals. Si vous regardez les différents festivals, Margot Robbie va être tout le temps avec le maximum de peau découverte, souvent en rose, elle va jouer sur la ligne d'identité de Barbie. Ken, on ne le verra jamais torse nu. Ryan Gosling, il n'a jamais posé sur les photos torse nu. Donc il joue moins là-dessus. Donc encore une fois, il y a encore une dissymétrie entre hommes et femmes qui va jusque dans la promotion du film. Il n'y a rien de vrai. Enfin, il est bien, il est drôle, mais c'est pas féministe. Par contre, c'est marketing. Puis il y a tout son côtoir. Les poupées sont vendues maintenant. Bon, là, ça paraît un peu bizarre. Bon, on peut jouer avec Margot Robbie, du coup. Et là, on peut mettre Aqua. La bande son aussi. Voilà, c'est pas un film féministe. On va choisir quand même des icônes un peu féministes. Hein, il y a Charlie machin là, qui avait fait son Clip Boys. Il y a Iso, même si apparemment c'est une tortionnaire. C'est un peu. Donc il y a tout. On n'a pas voulu faire un film féministe, mais ils ont coché absolument toutes les cases de partout. Non, tu sais très bien peut-être. Oui. J'allais dire c'est la représentation, mais encore c'est pas trop ça au niveau du film, mais je parle plus au niveau de Barbie en général, que même si c'est des stratégies marketing, techniquement ça répond à un besoin d'enfants par exemple de se reconnaître dans des poupées. Oui. Que je pense que la petite fille qui avait sa pub avec la prise de 2021, c'est un produit qu'elle a acheté, mais pour le coup c'est vrai qu'elle se représente. Pareil avec les personnes en fauteuil roulant, avec des équipements. Oui, ça c'est très bien. Ça c'est même si la motivation était commerciale, moi je trouve ça très bien. Et même ceux qui vont dire oui mais ça se vend moins bien, on s'en fout du succès commercial de ces choses-là. C'est-à-dire qu'un enfant qui est noir et en fauteuil roulant, même s'il trouve que la Barbie blonde et blanche est plus belle parce que la société nous dit que les blancs sont plus beaux que les noirs, ça à la rigueur c'est pas grave. L'important c'est que cet enfant-là sait que son corps mérite d'être produit en poupée. Et peu importe le succès. L'idée de se dire ah bah tiens on va oui, présenter. c'est valide. Ça au moins c'est bien. Après le succès commercial, on s'en fout avec même s'ils en vendent 3 dans l'année de poupées trisomiques, on s'en fout. L'important c'est qu'on sait qu'une personne atteinte du syndrome de Down, son corps est assez légitime, assez intéressant pour qu'on en fasse une reproduction sous forme de poupée. C'est la seule chose qui est importante. Et peu importe les motivations de Mattel là-dedans, qui sont économiques, ne se voilant pas la face, ça c'est pas grave. L'important c'est le résultat est là et ça c'est hyper important. Et ça aidera, je pense, c'est comme sans vouloir appuyer tout ça. C'est comme les petites filles noires qui ont tendance à choisir la poupée blanche parce qu'elles pensent que c'est plus joli. Là, si elles voient directement dès leur naissance des poupées noires, ça va aider vachement. Etc., et ben voilà. Ça va aider vachement. Puis on se rend compte finalement que de toute façon les enfants noirs ne vont pas prendre la poupée noire et les enfants noirs la poupée blanche. Les enfants ont des goûts qui sont au-delà du mimétisme souvent. Il faut un mélange de tout ça. Il faut un mélange de tout ça. Donc ça c'est bien. Mais vous ne voilez pas la face, le but derrière c'est de redorer son image et de faire du fric. Hein. Mais c'est normal, c'est une entreprise. Est-ce qu'on a une toute dernière question peut-être? C'est presque une question bête, mais c'est vrai que cette scène... C'est les meilleurs. Pourquoi au début du film, est-ce que, il y avait une poupée bébé du coup, qui a été détruite? J'ai trouvé ça violent quand même. C'est pour parce que Ruth Handler, quand elle a vraiment découvert la Bill TV, elle a dit ça révolutionne le monde du jouet parce qu'on n'a jamais vu de poupée à physionomie adulte. Je veux dire de là à détruire le bébé. Parce que c'est une référence au film de l'Odyssée, donc c'est le passage à l'ère supérieure. Okay. D'accord. Tu retrouveras sur YouTube, il y a des vidéos qui mettent le parallèle entre les deux scènes. Voilà, c'est vraiment le passage à un autre âge, à une autre ère de l'humanité si tu veux, mais sauf que là c'est l'ère de la poupée. Oui. Est-ce que c'est un film qui essaie de nous faire croire à un féminisme déterministe? C'est déterministe au possible. Ouais, la dernière scène nique tout. Oui, mais ça c'est en même temps
on va pas s'attarder là-dedans, mais pendant la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, il y a une espèce de politique, je ne sais pas si elle est plus ou moins consciente, en tout cas une politique culturelle qui a fait qu'on a voulu ramener à tout prix les femmes à la maison, qui avaient occupé des postes des hommes qui étaient partis à la guerre, et à remettre les hommes dans l'économie. Et ça s'est vu notamment par la décoration d'intérieur. On a développé l'électroménager, on a fait les électroménagers. C'est on a vu tous les électroménagers roses, c'était beaucoup la mode du rose dans les années 50 aux États-Unis. Et du coup, ça donnait l'impression qu'on enferme de l'enfance, la chambre d'enfant, la petite fille qui est rose, princesse, ce qu'on veut, à la cuisine de la chambre de l'adulte qui est rose, les roses dégueulasses, vous savez, les salles de bain roses dégueulasses comme il y avait dans les années 50. On avait l'impression que du coup, elle était enfermée dans sa maison tout au long de sa vie. Il y avait vraiment une volonté de créer une distinction entre ce qui est de la condition féminine et ce qui est de la condition masculine pour établir les rapports de genre qui avaient été un peu chamboulés pendant la guerre. Et elle arrive 2 décennies après à peine et elle est dans cette continuité-là. Il y a un truc aux États-Unis qu'il faut... Desperate Housewives, regardez toutes les séries, hein, il y a des rôles vraiment déterminés, les hommes travaillent, les femmes restent à la maison, même s'il y a des satellites qui font différemment, mais vous avez toujours ce truc-là et qu'on retrouve finalement dans ce film-là. C'est que les femmes sont différentes par essence des hommes. Et c'est cette scène finale qui est très drôle, qui a l'air très anecdotique, qui, moi, je trouve, ruine tout le potentiel qu'il y avait de traiter des questions de genre et du féminisme, du coup, parce que c'était des poupées sans sexe. Mes étudiants, je dis souvent, le problème, c'est pas qu'il y ait des femmes et des hommes, on s'en fout des catégories. Il n'y a pas de problème. Il y a des pommes, il y a des oranges. Le vrai problème là-dedans, c'est que les pommes ne sont pas supérieures aux oranges. Mais que là, dans ce cas-là, les hommes sont supérieurs aux femmes. Et c'est là-dessus qu'on aurait pu traiter vraiment. Mais en ramenant tout au sexe, ça en fait un truc déterministe et essentialiste. Et ça peut être violent pour les personnes transgenres. Ça peut être violent pour les personnes transgenres. Il y a eu une Barbie trans. Harry Neff. Comment? Harry Neff, c'est dans l'actrice. Il fait Barbie Doctor, je crois. Ah, dans le film, tu veux dire? Ouais, dans le film. Oui, il y a une personne trans. Mais je veux dire, il y a une Barbie trans en jouet. C'était un peu casse-gueule, parce que comment on représente une Barbie trans? Est-ce qu'on lui met un pénis amovible? Est-ce qu'on lui fait une physionomie un peu, je sais pas, une grosse mâchoire à la Jenner, etc. Dans ces cas-là, on tomberait dans le cliché, ça se voit quand t'es trans ou pas? Un petit drapeau. Eh ben non, ils ont trouvé un autre moyen. Non, parce que le drapeau c'est mis. Alors, ils ont pas voulu mettre de PD dans le truc, une lesbienne. On va mettre un drapeau dans les poupées, mais t'es malade, toi. Non, ils ont trouvé un moyen, c'est qu'ils ont fait une égérie. Ils ont pris Laverne Cox. Oui. Comme c'est une personne trans, du coup, on sait que voilà, c'est le moyen détourné qu'ils ont trouvé. Bon, les enfants, quand ils vont lâcher, ils sont pas au courant, mais bon, voilà. En tout cas, les personnes trans sont aussi représentées sans les stigmatiser et stéréotyper. Il y a des gens qui réfléchissent quand même chez Mattel. Allez suivre Kevin, du coup, qui est là, et en base, et le master du MIC. Et voilà son livre qui sort le 3 novembre, je crois. Ouais, et qui sera disponible en avant-première demain à la librairie Les Nouveautés, près de République, de 18h à 20h. Vous savez tout. Merci beaucoup. Merci.